Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Je suis votre animatrice Sarah Catry. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Julie Doane et avant de commencer, laissez-moi vous l'introduire. Donc, Julie est pharmacienne devenue coach de vie et de santé. Elle a comme mission d'aider les femmes à retrouver leur santé naturellement, prévenir les maladies chroniques et à réduire leurs besoins en médicaments à travers la nutrition et la gestion du stress. Donc, Julie, bienvenue. Un gros merci de participer au podcast. Bien, merci à toi, puis merci de m'inviter. J'ai vraiment hâte à notre conversation aujourd'hui. Super. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as choisi de devenir pharmacienne. Donc, Julie, son premier travail, c'était pharmacienne. Donc, pourquoi tu avais fait ce choix? Donc, moi, j'aime ça rire un peu, mais c'est un peu en même temps la réalité. C'est ayant grandi dans une famille vietnamienne, j'avais pas mal trois choix de profession. Soit je pouvais devenir médecin, dentiste ou pharmacienne. Donc, mes choix étaient plutôt limités. Puis, comme enfant, je ne m'imaginais pas nécessairement. Je me sentais pas contrainte parce que autour de moi, il y avait beaucoup de personnes avec ces professions. Fait que je disais, OK, c'est un choix naturel pour moi. Et en même temps, la profession d'aider les autres avec leur santé, ça m'interpellait. En même temps, je ne me sentais pas nécessairement comme obligée, forcée, mais comme en tant qu'adulte, avec du recul, je regarde, OK, ouais, mes parents m'ont pas mal, un peu brainwash, que ça, c'était, disons, mes trois options de profession. Mais, dans le fond, comme je dis, ça finit bien dans le sens que j'ai aimé beaucoup ma profession de pharmacie, puis je la pratique encore à temps partiel. Fait que ça tombe bien, dans le fond. OK, donc c'est ça. Avant de te lancer en nutrition holistique, tu pratiquais, tu étais pharmacienne, tu es toujours pharmacienne, mais donc en tant que pharmacienne, c'était quoi ton travail de tous les jours? Avec qui tu travaillais? Oui. Donc, moi, j'étais la pharmacienne dans le milieu hospitalier, qui est quand même on dirait que c'est un côté de la pharmacie que le public ne connaît pas beaucoup. Tu sais, quand on pense pharmacie, on pense, les gens coutus, les pharmacies, mais on a aussi des pharmaciens dans les hôpitaux. Et dans le fond, moi, je travaillais avec deux populations, en fait. Un avec la population hospitalisée. Donc, moi, j'étais sur les étages avec les médecins, les infirmières et l'autre équipe médicale pour aider le patient à mieux aller puis à superviser si les médicaments qui étaient prescrits s'étaient adaptés à ces laboratoires sanguins ou à ces conditions, m'assurer qu'il n'y avait pas de contre-indication aux médicaments qu'on lui prescrivait. Et ça, c'était des patients avec des maladies aiguës, donc soit avec des infections très graves ou avec des crises cardiaques. Donc, dans vraiment un état où il fallait vraiment sauver la vie du patient. Puis l'autre population avec laquelle je travaillais, en fait, eux, c'était dans une clinique qu'on appelle une clinique externe. Donc, des patients qui ne sont pas hospitalisés, mais qui viennent à l'hôpital pour des suivis. Et moi, en fait, je travaille avec une population qui était dialysée. Donc, c'est des patients qui ont, en fait, leurs reins ne fonctionnent quasiment plus. Et puisque les reins, ils ont beaucoup de fonctions et entre autres la filtration du sang, dans le fond, ces patients viennent à l'hôpital 3 fois par semaine pour se faire filtrer, en fait, leur sang, afin d'enlever les déchets puis enlever l'excès d'eau que les reins et la vessie ne peuvent plus, dans le fond, éliminer. OK. Donc, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des patients qui sont très hautement malades, mais aussi avec des patients qu'on dit plus chroniques qui vont quand même semi-bien, mais comme ils ont quand même besoin d'un suivi de proche. OK. Puis, donc, tu as fait ça pendant combien d'années? Ça, j'ai fait ça pendant 9 ans de temps. Ah, quand même, OK. Donc, tu as acquis beaucoup d'expérience de ce côté-là. Puis après ça, qu'est-ce qui t'a poussé à aller étudier la nutrition holistique? Oui. Donc, comme on dirait, très rapidement dans ma profession de pharmacienne à l'hôpital, surtout avec mes patients dialysés,
qui, entre autres, prenaient environ 20 médicaments, on dirait, juste pour survivre. Vu que leur rein ne fonctionnait pas, bien, ça affectait leur cœur, ça affectait d'autres organes et aussi ces patients, ils avaient souvent un diabète très avancé. Donc, je mentionne ceci parce que j'ai réalisé très rapidement que malgré le nombre de médicaments qu'on pouvait leur prescrire pour leur diabète ou augmenter leur dose d'insuline, si ces patients ne changeaient pas leurs habitudes de vie, les médicaments allaient avoir un effet très minime. Donc oui, ça aide pour les garder hors de, disons, danger, mais ça n'allait pas vraiment rétablir leur santé, les médicaments dans cette situation-là. Et je dirais qu'en tant que professionnel de la santé, c'est frustrant de voir que les outils qu'on nous a enseignés à l'université ou en fait dans notre profession ne servent pas à vraiment aider les patients autant que nous, on aimerait avoir. On est rentré dans cette profession pour que les personnes rétablissent puis reprennent leur santé. Puis voilà que l'outil que j'avais en tant que pharmacienne, les médicaments, il y avait un effet très limité. Donc, il y avait cette frustration-là qui me faisait rendre compte que les médicaments, c'est utile, mais ce n'est pas la seule solution. Il y a vraiment les habitudes de vie qu'il faut vraiment privilégier. Malheureusement, disons que durant mes études de pharmacie, il y a 10 ans, ben, c'était pas quelque chose qu'on parlait beaucoup. On dit oui, c'est important, la nutrition, c'est important de bouger, mais on ne mettait pas beaucoup d'emphase, disons, dessus. Mais tu dis, il y a 10 ans, est-ce que tu penses que ça a changé aujourd'hui? Plus ou moins, je suis comme encore, ça fait un bout que je n'ai pas fait ça, mais parfois je participe aux sessions, en fait, à l'université où encadrer les étudiants. Puis encore, la notion de style de vie, ça commence un peu, mais comme c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'emphase, OK. encore dessus. Donc, ça, c'était le côté professionnel qui m'a fait comme, oh, OK, le côté plus préventif, style de vie, ça vraiment, c'est important, ça a sa place. Puis, ça m'a fait rendre compte que je ne suis pas nécessairement outillée pour aider mes patients à ce niveau-là. Puis, l'autre côté, je dirais, c'est vraiment plus mes propres problèmes de santé. Donc, dans le temps, je vivais avec de l'acné adulte, je prenais la pilule contraceptive pour ça. J'avais un eczéma qui était sur les 2 mains, il fallait que je prenne des crèmes médicamentées, il y avait des corticostéroïdes. Puis vraiment, quand mon eczéma était à disons à son pire, souvent, j'étais quasiment, il y avait quasiment du sang sur mes mains tellement que ça me grattait, puis mon eczéma était très avancé. Puis, disons, l'élément déclencheur, je dirais que c'est quand j'avais pris un test de sang, juste pour, comme une routine, un test de sang, ben, mon médecin m'a dit, OK, ton taux de cholestérol est pas mal élevé. C'était quelque chose aussi qu'on avait dans la famille, un haut taux de cholestérol. Puis mon médecin m'a dit, ben, Julie, fais attention à ça. Si tu ne changes pas, éventuellement, peut-être tu dois prendre une pilule pour le cholestérol. Et moi, j'avais 24 ans dans le temps, puis je me disais, OK, à 24 ans, je ne prends pas les médicaments pour le cholestérol. Et ça m'a vraiment fait penser à mes patients dialysés, qu'eux, ils prenaient 20 médicaments juste pour comme survivre. Puis j'ai eu comme un flash de non, je ne veux vraiment pas aller cette route-là. Je veux faire quelque chose, surtout que le cholestérol, heureusement, dans le monde médical, il y a quand même assez d'emphase de OK, la nutrition, ça aide. Je l'avais dit que la nutrition, on ne parle pas trop de style de vie, mais au moins pour vraiment le côté plus cholestérol, même diabète, on met de l'emphase quand même sur l'importance de la diète et comment ça peut changer. Donc là, quand j'ai eu ce diagnostic-là, j'étais OK, il faut que je change quelque chose. C'est pas trop tard. Donc, j'ai commencé à changer ma diète. Et là, dans le fond, l'effet à laquelle je ne m'attendais pas, ben, en fait, j'ai vu que mon eczéma a vraiment commencé à s'améliorer. Puis aussi, j'avais de temps en temps du reflux, que je prenais des Tums ou les médicaments sans prescription pour ça. Puis je commençais à voir, j'en ai plus besoin. Tout d'un coup, je commençais à avoir comme beaucoup plus d'énergie, j'étais moins fatiguée. Et c'est drôle parce que
On dirait que j'ai vécu tellement longtemps avec ces symptômes-là, le reflux, l'eczéma, la fatigue, que je ne me suis pas rendu compte que c'était comme anormal de se sentir comme ça à 24 ans. Mais une fois que mes symptômes ont commencé à partir, c'est là que je me suis réalisée, waouh, j'étais vraiment malade. Mon style de vie m'a rendue vraiment malade. Puis ça m'a fait réaliser à quel point que c'était important pour ma propre santé, mais aussi comment ça m'a commencé à faire cette réflexion. Comment est-ce que je peux commencer à amener ça dans le monde de la médecine conventionnelle ou dans mon milieu de travail pour que les gens comprennent que oui, les médicaments aident, mais ce n'est pas la seule solution. Et Donc, je toi, dirais, mais toi, donc à ce moment-là, quand tu as fait les changements pour toi, tu n'avais pas encore commencé ton cheminement dans tes études de nutrition holistique. non, OK, exactement. OK. Comme ça a un peu comme commencé cette réflexion-là. Puis Mhm. éventuellement, vu que je suis de nature très curieuse, je me suis dit, ah, OK, ouais, les petits changements que j'avais faits, ça va aider, mais comment est-ce que je peux pousser ça encore plus? Et moi, j'aime toujours comprendre le pourquoi. OK, oui, les légumes, c'est bon pour la santé, mais pourquoi? Mhm. Pour cette raison-là, c'était par un intérêt personnel que j'ai commencé à étudier la nutrition holistique. Pas moi pour moi, puis éventuellement, j'ai commencé à partager un peu les trouvailles ou les choses que j'ai trouvées ou que j'ai appris sur mon compte Instagram dans le temps. Puis ça a commencé à générer de l'intérêt, où mes amis commençaient à me voir un peu comme, en guillemets, une experte dans le domaine de la prévention ou dans l'optimisation de style de vie. Et de plus en plus, je commençais à avoir des questions. Fait que c'est un peu de là que l'idée de ah, OK, ouais, je pourrais vraiment accompagner le monde de façon plus professionnelle avec leur style de vie, puis leur aider à améliorer leur nutrition. Mhm. Donc, toi, tu l'as vraiment vécu toi-même. Donc, tu es vraiment, Exactement. t'es vraiment la preuve que de faire attention à son style de vie, d'intégrer un bon style de vie avec une bonne nutrition, tout ça, ça fait toute la différence. Donc, j'imagine Exactement. que c'est ça, tu es la preuve devant tes clients, clientes, tout ça. Donc, Mhm. c'est excellent. Puis, donc, le fait d'être une experte dans deux domaines connexes, donc la Mhm. pharmacie et la nutrition holistique, qu'est-ce que ça te donne comme avantage? Puis, quels sont les enjeux que tu peux aider à régler en ayant ces deux champs d'expertise-là? Ouais, j'adore cette question-là. En fond, tu sais, mon background en pharmacienne, c'est sûr que ça m'aide beaucoup à comprendre le corps humain en toute sa complexité. Une des champs qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est tout l'effet de la nourriture sur les hormones et a fait les hormones sur le corps puis sur tous les autres organes. C'est comment c'est tout interconnecté. Et ma formation en sciences, c'est sûr que ça m'aide vraiment à comprendre ça. Puis, par la suite, à le vulgariser afin que les personnes qui n'ont pas ce background-là puissent aussi le comprendre. Donc, ça, je reconnais que ça, c'est un des avantages d'avoir fait une formation professionnelle en pharmacie. Puis sinon, souvent, le feedback que j'ai des gens, c'est que je suis comme un pont entre la médecine ou la santé conventionnelle puis la santé holistique, dans le sens que je suis capable de voir le meilleur des deux mondes, puis de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Puis en fait, il y a un terme pour ça, c'est la santé intégrative. Puis Mhm. j'aime beaucoup cette approche, parce que parfois, dans les professionnels dans la santé conventionnelle, ils vont vraiment comme quasiment ridiculiser ou vraiment nier complètement les bienfaits de la santé holistique, tandis qu'il y a du monde dans la santé plus naturelle ou holistique qui vont complètement nier les bienfaits de la santé conventionnelle. Puis je dirais que non, on a besoin des médicaments, on a besoin des chirurgies, de la santé conventionnelle. Et aussi, il faut reconnaître que le côté plus prévention, le côté plus naturel, ça a tellement de bienfaits aussi. Puis, Mhm. pas, de plus en plus
personnes y s'intéressent, puis on ne peut plus faire, en tant que professionnel de la santé, on ne peut plus faire l'autruche puis faire semblant que ça n'existe pas. Puis, Absolument. parmi nos yeux, il faut qu'on apprenne parce qu'il y a aussi certains produits de santé naturelle, ils ont des interactions avec les médicaments conventionnels. Il faut qu'on donne un espace pour que nos patients ils se sentent en sécurité d'amener ces sujets, de dire Hey, moi, je prends ces médicaments naturels-là ou Hey, moi, je vais voir mon ostéopathe, je vais voir, je fais du Reiki, je fais de l'acupuncture, de vraiment donner l'espace où nos patients se sentent en sécurité pour aussi qu'on ait aussi une vision globale de OK, qui sont ces gens qui aident ces personnes dans leur santé globale. Donc, je Mhm. dirais à cause que je suis capable de, de faire ce pont entre ces deux mondes-là, il y a beaucoup de gens qui apprécient Ah, cette tellement. discussion. Ouais. Tellement, puis moi, c'est c'est ce qui m'attire le plus de ton profil. J'aimerais tellement ça qu'il y ait plus de professionnels de la santé qui, justement, comme toi, fassent le pont entre les deux sortes d'approches. Il me semble qu'on serait un monde meilleur. Comme tu dis, il y a trop de... C'est comme deux camps séparés, un contre Exactement. l'autre, puis c'est comme un pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il a raison, mais on a besoin des deux. Donc, Mhm. je trouve ça vraiment formidable. Puis j'espère que de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de gens comme toi qui vont être experts dans les deux côtés, puis pouvoir Mhm. jumeler les deux. Comme tu dis, j'espère que la santé intégrative va devenir de plus en plus populaire au Québec parce que pour le moment, on n'en voit pas beaucoup. Exactement. Puis, dans le fond, le mouvement, il commence. C'est l'Université de Montréal, ils ont offert il y a deux années de suite des congrès de santé intégrative. Donc, c'est fun de voir une université offre cette approche ou au moins commence ces genres de discussions-là. Donc, Mhm. ça s'en vient à Québec, ça grandit. Donc, je suis optimiste pour ça. Et sinon, pour le dernier point que je voulais partager pour ta question, c'est, moi, je me dis souvent que je suis une pharmacienne qui veut aider les gens à réduire leurs besoins en médicaments. Puis le monde Mhm. sont comme, ah, on dirait que c'est un peu contradictoire, Mais en même temps, pour moi, la façon que je vois la pharmacie, c'est le pharmacien, c'est lui, comment dire, il privilégie un usage judicieux des médicaments, dans le sens Mhm. que, vraiment, s'il y a d'autres, le patient, il a besoin de savoir c'est quoi toutes ces options. Oui, il y a les médicaments, mais il y a aussi d'autres options comme style de vie. Et en fait, il n'y a pas besoin de choisir soit ça ou ça. Les deux peuvent combiner ensemble. Mais aussi dans le rôle de réduire les besoins de médicaments, comme tu peux s'imaginer, on ne va pas juste arrêter un médicament comme ça. Ben, en fait, certains oui, mais comme beaucoup de médicaments, surtout pour les problèmes chroniques, on ne peut pas faire ça. On doit le faire de façon graduelle, sous supervision, de façon sécuritaire. Et je trouve que le pharmacien il est dans une belle place privilégiée pour superviser ce qu'on appelle la déprescription, la réduction de médicaments. Mhm. Et en même temps, souvent, le pharmacien, c'est lui la première personne qui va rencontrer, disons, un patient qui a un nouveau médicament à commencer. Je veux pas, dans les cliniques de médecine, je veux pas le médecin, puis c'est vraiment rien contre les médecins, mais juste par les critères de combien de patients ils doivent avoir dans une journée, ils n'ont Ouais. pas nécessairement tout le temps pour expliquer, ça c'est comme, disons, ta condition, c'est quoi le diabète, c'est quoi les effets secondaires, c'est comment on peut gérer ton diabète ou l'améliorer, etc. Je veux pas si cette tâche est parfois déléguée au pharmacien, puis c'est correct comme ça, on travaille en équipe. Et le patient, quand il amène sa prescription, disons pour le diabète pour la première fois de sa vie, souvent il est overwhelmed, il ne comprend pas trop, il est sous le choc encore. Puis le pharmacien, vu que c'est le premier professionnel, disons, qui vont l'accueillir avec ce médicament-là, puis lui donner les conseils, c'est aussi un bon moment, ou sinon à chaque mois que le patient revient pour renouveler sa prescription, de lui un peu lui semer les graines de ah, OK, ouais, les styles de vie, changer sa diète, des choses comme ça, puis ça peut vraiment aider à mieux contrôler ton diabète, puis peut-être éventuellement ne plus en avoir besoin parce que les tests de sang, se sont renormalisés. Donc,
je trouve que les pharmaciens sont dans une belle place privilégiée pour commencer ces genres de discussions-là. Mhm, absolument, oui, parce qu'ils ont certainement l'expertise pour le faire, Mhm. puis ils ont la plateforme pour le faire Mhm. aussi. Donc, c'est merveilleux. Donc, toi, avec qui tu travailles principalement comme maintenant en tant que en- avec la nutrition holistique et en tant que pharmacienne, qui est ta clientèle cible? Ouais. Donc, je te dirais, ma clientèle cible, c'est vraiment ceux ils sont diagnostiqués avec ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, ça, c'est les personnes Mhm. qui sont soit le prédiabète, le diabète, l'hypertension, le haut cholestérol, ou sinon les personnes qui ont un historique familial de ces conditions-là et ils sont vraiment enclins à prévenir. Souvent, ces personnes-là, disons, ils me viennent à moi parce que malheureusement, quelqu'un dans leur famille vient de subir un événement cardiaque. Puis eux, ça leur réveille un peu de dire, oh, OK, il faut que je fasse quelque chose. Si c'est arrivé, disons, à ma mère ou mon père, ben, ça pourrait arriver à moi aussi dans quelques années. Donc, c'est souvent ces gens-là, ils veulent vraiment se prendre en charge, se prendre en main et se faire accompagner pour, en fait, développer un style de vie qui peuvent utiliser à long terme. C'est pas des genres de diète yo-yo, là, mais vraiment quelque chose à long terme. Je dirais que ça, c'est une des populations que je travaille avec. L'autre population, c'est ceux qui ont un déséquilibre hormonal, comme le syndrome des ovaires polykystiques ou sinon les désordres du cycle menstruel. Je dirais que c'est vraiment malheureusement, c'est un domaine qui est encore mal compris, on dirait, par Mhm. les professionnels de la santé. Et où la solution à tout, c'est bon, on va donner la pilule contraceptive pour, entre guillemets, balancer tes hormones, mais vraiment, bon, la pilule contraceptive ne balance pas les hormones. Non. Ça amène juste un source extérieure d'hormones. Mais vraiment, en tout cas, bref, c'est donné quasiment à toutes les sauces. Et mes clientes qui me viennent avec ces désordres hormonaux, ben, ils veulent vraiment pas être. Ils ne veulent plus être sur la pilule contraceptive. Ils veulent chercher, c'est quoi les autres moyens que je peux aider mon corps à rebalancer ses hormones, mais de façon plus naturelle, que ce soit par la nutrition, gestion du stress, sommeil, etc. Mais ils décident qu'ils ne veulent plus la pilule contraceptive, soit parce qu'ils veulent commencer à avoir une famille, avoir des enfants, ou Mhm. sinon, ils sont juste, ils n'ont plus le goût d'utiliser cet outil-là pour leur aider avec les symptômes. Donc, je dirais que ça, c'est les deux populations, mes deux clientèles cibles. OK. Puis, ton expérience personnelle à toi, est-ce que ça Mhm. t'aide auprès de tes clients-clientes? Ouais. Oui. Fait que c'est, ben, du fait que moi-même, j'ai été diagnostiquée avec un haut taux de cholestérol, puis que Mhm. par mon style de vie, j'ai réussi à l'échapper, disons, cette Mhm. prescription-là. Aussi le fait que, j'ai pris la pilule contraceptive longtemps pour mon acné adulte, puis avec mon changement de style de vie, surtout la nutrition et la gestion du stress, j'ai réussi à m'en départir. C'est sûr que ça rejoint plusieurs de mes clientes. Mais sinon, il y a aussi mon approche, je dirais, aux habitudes de vie qui interpellent plusieurs gens. À cause que moi, quand j'ai été diagnostiquée au début, ou qu'on a vu que mon test de sang était anormal, je me suis tout de suite lancée dans OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma santé, ma diète? Puis comme tu le sais, sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur Oui. comment est-ce qu'on peut améliorer la diète. Il y a toujours une nouvelle diète qui sort, que ça c'est bon, sinon des données contradictoires. Les œufs, c'est mauvais pour le cholestérol. Non, les œufs, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, il y a Mhm. tellement d'informations contradictoires que je ne veux pas, moi, je ne savais pas nécessairement où mettre la tête, il y avait beaucoup de confusion. Puis, combiné avec mes tendances perfectionnistes, je me lançais dans des diètes, tout ou rien, comme on enlève tout le sucre, on fait tout, tu sais. Puis, éventuellement, ben, je veux pas ces changements-là, ces changements faits sur des très courtes périodes de temps, et pas avec le bon mindset, ça donne un peu un effet rebound, tout d'un coup, on lâche tout, puis la mentalité, tout rien ou de noir et blanc.
Ah oui, Donc, absolument. J'utilise toujours cette phrase. Je dis toujours ça à mes clientes. Comme tu sais, moi aussi, je travaille avec la nutrition avec des clientes. Puis arrêtez d'être tout ou rien. C'est ouais, chaque petit changement fait une exactement. différence. Oui. Ouais, fait que, tu sais, comme av- avec les clients qui ont longtemps fait ce genre de diète ou tout ou rien, tu sais, les gens, quand ils entendent, tu sais, des professionnels comme moi et toi parler de, tu sais, non, on va plus graduellement, on dirait que ça leur fait du bien, ça leur donne plus de Mhm. permission d'aller plus lentement, puis de ramener ça à la simplicité et, tu sais, de voir que oui, on peut faire des petits pas, tu sais, puis éventuellement, tu sais, c'est plus la consistance qui est importante. Fait que je dirais que tu sais, cette expérience des diètes yo-yo, de tout ou rien, tu sais, ça parle beaucoup aux gens. Et en même temps, tu sais, à travers ces processus-là, moi-même, j'ai réussi à tu sais, vraiment améliorer ma relation avec la nourriture, puis me montrer beaucoup d'autocompassion à travers ce processus-là. Et donc, tu sais, on pourrait définitivement en parler plus, mais je te dirais, cette approche plus douce, plus simple, ça parle beaucoup à beaucoup de gens. Ah, je pense que oui, ça fait du Mhm. bien aux gens, Mhm. puis c'est plus motivant que d'être trop drastique. Je suis entièrement d'accord. Exactement. Oui. Mm. Quand on parlait, tu m'as expliqué que tu te spécialisais aussi auprès des clientes qui ont tendance à, comme on dit, manger leurs émotions. Mm. Donc, Oui. donc c'est un problème que tu vois souvent. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que les gens ont tendance à associer la nourriture à chaque moment de leur vie, Mm. Mhm. bonheur, tristesse? C'est quoi ta perspective là-dessus? Ouais. Donc, oui, en effet, comme tu dis, c'est une habitude qui est très fréquente. Puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce que les gens font ça, mais disons, certaines observations ou mon travail avec mes clientes, c'est, tu sais, veux pas, on vit dans une société où on ne nous apprend pas comment gérer nos émotions, tu sais, ou Mm. vivre avec des émotions difficiles, ou tu sais, le côté, il faut toujours être heureux, ou tu sais, il faut toujours tu sais, être bien. Fait que le monde, tu sais, dès ils ont un moment de stress ou tu sais, ils vivent un deuil ou bref, la tristesse, tu sais, on essaie de l'échapper. Donc, soit qu'on l'échappe par la nourriture, et avec d'autres mondes, c'est avec les achats compulsifs, avec d'autres, tu sais, c'est le drogue, le sexe, etc. Tu sais, chaque personne a un peu sa manière de s'évader, disons, de ses émotions difficiles. Fait que je dirais que ça, c'est une des raisons. Tu sais, le fait qu'on ne nous a pas vraiment appris à l'école de comment gérer ces émotions-là. L'autre, je dirais, ça vient aussi de la culture, je pense, de performance. Et il faut toujours faire, faire, faire. Puis créer des moments de plaisir, prendre le temps de relaxer, de savourer son temps ou de savourer ses activités. C'est aussi pas quelque chose qu'on nous apprenne. Et le fait que la nourriture, c'est un, disons, un outil accessible pour nous aider à avoir ce petit shot de dopamine, de plaisir-là. C'est sûr Mhm. que quand on est stressé, on n'a pas beaucoup de temps, ben on dit, ben là, on n'a pas le temps pour prendre un break, prendre de la fraîche, tu sais, ou faire de l'exercice, non, tu sais, mais je peux aller chercher du chocolat, ça me fait du bien sur le moment, puis je continue ma journée, je continue à travailler comme mes 14 heures par jour. Tu sais. Fait que je dirais, c'est un peu un mix de ça, on n'apprend pas à bien vivre avec nos émotions qui sont plus difficiles. On ne sait pas Mhm. comment les gérer nécessairement, ou on s'est pas fait donner ces outils-là. Puis deux, c'est le côté plaisir rapide de la nourriture. Puis même en grandissant, parfois, les parents, quand ils voient un enfant pleurer, ah, pleure pas, papa, voici un petit bonbon, quelque chose. On se fait donner comme message un peu en grandissant que la nourriture, c'est une récompense. Ah, il y a eu des bonnes notes, ah, ben voici, on va t'amener à prendre un gâteau, prendre une crème glacée. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement mauvais, c'est pas mauvais comme truc, mais en tant qu'enfant, on se fait des associations. Ah oui, absolument. Ouais, Tellement fait que je d'accord dirais. avec ça. Oui, Mhm. excuse-moi, je Non, voulais non, pas te en fait, couper. dans le fond, je dirais que c'est un peu de mes observations, je dirais que c'est un peu ces raisons-là pourquoi
Entre guillemets, manger ses émotions, manger quand on est stressé, c'est une habitude qu'on a développée à travers les années. Puis toi, tu vas aider, tu vas travailler avec les clients-clientes pour essayer de défaire ces habitudes-là, j'imagine. Oui, OK. exactement. Comme une des choses que je conseille, parce que c'est sûr que chaque cas est comme particulier ou différent, mais Oui. le premier conseil que je donnerais à ta communauté de ta podcast, c'est en fait, de voir s'il y a des genres de patterns, de Oui. voir, OK, comme documenter, quand on a une envie alimentaire ou quand on se voit en train de manger quelque chose, quand on réalise vraiment qu'on n'a pas physiquement faim, on mange à cause d'autres raisons que la faim, c'est de voir, OK, documenter la moment de la journée. C'est souvent le matin, est-ce que c'est souvent le soir ou un après-midi? Par la suite, documenter l'endroit dans lequel ça arrive. Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que c'est chaque fois que tu es sur le sofa devant la télé? Est-ce que c'est quand la fin de semaine au resto? Bon, d'un peu voir, OK, s'il y a parce que notre environnement, il peut aussi influencer quand on a une envie de manger quand on n'a pas actuellement faim. L'autre, c'est de documenter ou de noter, c'est quoi nos émotions en ce moment-là? Est-ce qu'on est frustré? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on fait de l'ennui? Puis, l'autre truc, c'est aussi de voir quelles sont les pensées qui sont qui passent à travers la tête. Est-ce que, peut-être si je donne un exemple, ça va aider les gens qui écoutent le podcast. J'avais une cliente à tous les jours, autour de 3-4 heures, elle avait toujours une envie de manger une collation. Elle ne savait pas pourquoi, elle savait qu'elle avait bien un bon lunch qui était satisfaisant, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toujours ces envies-là. Puis, quand on creusait un peu, où on voyait c'était quoi ses patterns à elle, c'est que, dans le fond, vers 3-4 heures, ce qu'elle faisait tout le temps, c'est qu'elle regardait son calendrier de travail, pour voir combien de tâches il lui restait à faire, puis elle voyait qu'il lui restait encore plein de tâches à faire. Fait que là, ça lui créait beaucoup de stress. Puis la pensée qui était en arrière, c'était « Ah, je ne vais jamais finir de faire tout ça, mes collègues vont me juger, ah, mon Dieu, je vais me faire virer parce qu'elle était comme nouvellement employée à cette compagnie-là. » Puis c'était toujours ce pattern-là. Fait que le fait de regarder son calendrier la déclenchait le sentiment de stress qui déclenchait aussi la pensée « Oh mon Dieu, je vais me faire virer, je vais me faire juger par mes clients. » Puis là, c'est là qu'elle voulait tout le temps manger pour essayer de diminuer ce stress-là. Pour lui donner un petit shot de bonheur pour l'aider à continuer sa journée. Puis quand on a réussi à vraiment adresser ses pensées de je suis incompétent, je ne vais jamais réussir, mes collègues vont me juger, etc., qu'on a vraiment aidé à reprogrammer ces pensées-là, c'est là qu'elle a réussi à à diminuer sa consommation de ses biscuits ou de ses aliments pour gérer son stress autour de cette heure-là, parce qu'on a vraiment adressé la cause. Ah, wow. Oui. Et je tiens à mentionner cet exemple parce que oui, en tant que coach, j'aurais pu lui dire, OK, juste arrête ou remplace ça par des raisins ou quelque chose comme ça. Puis, c'est pas nécessairement mauvais comme truc de faire une transition, choisir une meilleure collation, mais dans le fond, il faut aussi adresser pourquoi est-ce qu'elle a toujours cette envie ou ce besoin de manger autour de cette heure-là. Puis pour elle, c'était vraiment quelque chose d'émotionnel. Fait que, ça revient à l'idée de, il faut qu'on trouve c'est quoi les causes ou les patterns de la personne. Puis on peut faire ça vraiment en détaillant, OK, c'est à quel moment de la journée est-ce que ça arrive? Y a-t-il un déclencheur particulier comme une émotion, un environnement? Puis c'est quoi les pensées qui souvent alimentent ces émotions-là? C'est c'est un grand travail d'introspection. C'est Exactement. vraiment d'apprendre à se connaître, là. Puis ça ne doit Exactement. pas être facile, mais tu as raison, trouver la cause, c'est tellement, c'est un changement
qui va pouvoir être soutenu à plus long terme là, que de Mhm. juste remplacer par quelque chose d'un peu moins ou d'un petit peu plus Mhm. santé, mais Mhm. si la personne n'a pas faim, pourquoi manger? Donc, Mhm. j'aime ça, je trouve ça intéressant. Puis Julie, donc ça, c'est un super bon conseil par rapport à manger nos émotions. Quoi d'autre que tu pourrais conseiller aux femmes euh, pour leur longévité? Donc, que ça soit pour la santé mentale, la santé physique, des choses qui peuvent apporter à leur mode de vie pour vraiment pouvoir vivre en meilleure santé plus longtemps, puis pour prévenir, comme tu dis, commencer à la cause, là, Mhm. commencer dès le début à bien se sentir. Ouais. Donc, le conseil que j'aurais, puis ça rejoint un peu ce qu'on a parlé tantôt, tu sais, ben, avant tu sais, de donner, disons, quelques conseils, c'est de dire vraiment, on va commencer par une chose à la fois, tu sais, Ouais. de pas essayer de tout changer en même temps, tu sais, parce que quand on dit, OK, on va essayer d'améliorer la santé, le monde pense automatiquement, OK, nutrition, je vais commencer à prendre faire plus d'exercice, je vais dormir plus tôt, tu sais, puis là, il y a toute une longue liste, puis, tu sais, pour plusieurs personnes, quand ils regardent cette longue liste-là, ils préfèrent ne rien faire parce qu'ils sont tellement comme paralysés par Oui. toutes les choses à implémenter que ça leur décourage en même de commencer. Donc, tu sais, j'aimerais juste dire, avant que, tu sais, on se donne la permission de commencer doucement, de commencer petit à petit. Mhm. Tu sais, il n'y a Très vraiment d'accord. il y a, tu sais, il y a vraiment aucune honte, tu sais, de faire des plus petits pas. Donc, Oui. pour donner peut-être des conseils un peu plus concrets, au niveau de la nutrition, tu sais, souvent, je veux toujours recommander en premier, c'est de réduire, ou en fait de s'éduquer sur le sucre avant, Mhm. puis de réduire sa consommation graduellement. Donc, tu sais, comment ça pourrait avoir l'air, par exemple, tu sais, c'est de un, disons, tu sais, on identifie en premier, OK, c'est quoi un aliment qu'on mange quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine qui peut-être contient ce qu'on appelle des sucres ajoutés. Tu sais, soit que nous, on ajoute du sucre, tu sais, nous-mêmes, disons, dans notre café, ou disons, c'est des yogourts qui ont des saveurs dedans. Puis, honnêtement, tu sais, quand on regarde ces yogourts-là, ils ont au moins tu sais, 10 à 12 grammes de plus par portion que des yogourts nature. Tu sais. Fait que tu dis, Mhm. OK, ben là, je peux juste simplement changer mon yogourt avec des saveurs puis des sucres artificiels pour un yogourt nature, puis j'ajoute moi-même tu sais, mes fruits ou quelque chose pour le donner plus de goût. Tu sais. Fait que c'est comme un petit exemple de OK, ça c'est comment je peux améliorer un peu ma nutrition sans avoir des changements super drastiques. Mhm. Sinon, au niveau du sucre, quand je dis éduquer, bien, dans le fond, moi, une chose que souvent je vais offrir à ma communauté, c'est un petit défi de 5 jours où ça leur apprend un peu à chaque jour c'est quoi les sucres ajoutés, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut les diminuer, c'est quel genre de sucre alternatif qu'on peut utiliser qui est plus santé, par exemple. À la place du sucre blanc, ben, si on veut faire des pâtisseries ou quelque chose, peut-être du sucre de noix de coco ou même aller vers plus du sirop d'érable. Déjà, c'est beaucoup moins raffiné. C'est déjà un bon exemple. Donc, ça, c'est un exemple de, OK, le premier pas, c'est s'éduquer sur le sucre, puis de choisir un aliment qu'on mange souvent et de soit réduire notre consommation. Donc, à la place d'un paquet de sucre dans notre café, ben, un demi-paquet, puis graduellement, tu vas peut-être ne plus en avoir. Ou Mhm. sinon, de substituer un aliment que tu manges tous les jours que tu sais qu'il y a du sucre dedans. Ça, c'est comme un exemple. Mhm. L'autre exemple, ce que je dirais, c'est d'optimiser les temps morts. Par exemple, quand on met notre café le matin puis qu'on en attend après, une des tendances ou des habitudes des personnes, c'est d'aller sur leur téléphone, regarder c'est quoi les nouvelles, durant ces 5 minutes-là qu'on attend notre café. Moi, je dirais, prends ces petits temps-là pour faire quelque chose qui va te faire du bien pour ta santé. Soit fais des respirations, 3 minutes, fais une petite méditation, 5 minutes, fais des squats, 5 minutes. Littéralement, j'ai des clientes qui, en entendant leur café, quelque chose, ils vont faire des petits squats ou des jumping jacks pendant ce Mhm. temps-là. Puis je mentionne ça parce que parfois les membres disent ah, j'ai pas le temps de me faire d'exercice, j'ai pas le temps de faire la méditation, j'ai pas le temps de faire ci, etc. Et dans le fond, c'est de voir, OK, ben, on a plein de temps morts un peu, qu'on en guillemets perd un peu dans notre journée. Et comment est-ce qu'on peut remplir ces temps-là ou remplacer ces temps par un temps où on fait quelque chose de façon intentionnelle pour notre santé?
Tu sais. Mhm. Donc, je dirais, tu sais, même j'ai des clientes, ça c'est une méthode, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai oublié c'est le nom du médecin qui l'a suggéré, mais dans le fond, il a suggéré, tu sais, fais 5 activités sur 5 minutes, mais à tous les jours, puis ça va vraiment faire du bien parce que tu bâtis vraiment une consistance, tu sais. OK. Même si c'est pas, tu sais, on ne va pas se cacher, oui, faire un exercice, tu sais, à 30 minutes de temps par jour, c'est mieux, là, tu sais. On s'entend que tu auras plus de bénéfices. Mais si tu es juste en train de commencer, tu sais, commence par ton 5 minutes de faire des squats ou ton jumping jacks pendant que tu attends ton café. Le fait que tu vas le faire à tous les jours, ça va te bâtir ta confiance en soi. Puis ça va te. Absolument. Ouais, puis Oui, ça non, va mais te trouver. excuse-moi, Ah, non, je t'ai vas-y. coupé encore. Non, ce que j'allais dire, c'est que moi aussi, je travaille beaucoup comme ça avec mes clientes, puis on appelle ça en anglais, on dit des micro-workouts Ouais, exactement. ou bien des exercise snacks. Puis Mhm. des fois, quand tu associes avec chaque moment mort de ta journée, tu associes un exercice, puis ça devient comme un automatisme. Exactement. Puis je comprends ce que tu dis que ça équivaut pas à faire 30 minutes en continu, mais celles qui le font vraiment assidûment quand même chaque jour, puis qui vont vraiment bouger, ça a beaucoup de bénéfices. Puis même que des fois, il y en a des experts qui vont dire que c'est mieux d'être actif tout au long de la journée que de faire Mhm. un gros workout puis de rester assise tout le Ouais. restant de la journée. Donc, je pense que c'est une super bonne solution. Puis je pense que pour beaucoup de gens, c'est moins épeurant que d'aller là, courir pendant Mhm. une heure ou faire des hits. Mhm. Donc, de juste être plus actif, puis même, j'aime l'idée que tu inclus la méditation, la respiration là-dedans, c'est du bien-être à la journée longue, pourquoi pas? Mhm. Oui, C'est bon. exactement. Tu sais, fait que s'il y avait un message à retenir, tu sais, se donner la permission de faire des petits, tu sais, de parsemer sa journée, ouais, comme avec ces moments de bien-être, tu sais, ça va faire la différence. Mhm, Fait que, absolument. tu sais, puis ça revient sinon, tu sais, mon dernier, en fait, j'avais deux autres points pour ça, c'est ben, en fait, on en a déjà un peu parlé, mais tu sais, ne pas snobber les petits changements. Tu sais, il faut aussi, comme quand on parle de sommeil, parce que là, on a parlé de la méditation, de l'exercice, puis la nutrition, mais aussi, tu sais, souvent les gens vont me dire, OK, ben là, je sais qu'il faut que je dors plus tôt, fait que, par exemple, disons qu'il dort à 1 heure du matin, il me dit, OK, là, je vais me dormir genre à 10 heures tous les soirs. OK, mais là, tu viens d'avancer ton sommeil 3 heures de temps, oui, tu sais, c'est bien, l'idée est bonne, mais dans le fond, est-ce que c'est très réaliste pour toi en ce moment Mhm, avec ton style de vie, avec toutes tes tâches et tes priorités? Et se dire, OK, ben, si à la place, j'avançais de 30 minutes, tu sais, à tous les 2 semaines, tu sais, éventuellement, tu vas peut-être arriver à 11 heures ou 10 heures, tu sais, mais de se dire, c'est correct, tu sais, de faire ces changements-là. mhm. Et je prends le temps de mentionner ça. Puis la dernière chose, c'est un conseil peut-être moins concret, mais c'est vraiment plus au côté nouveau mindset. C'est parfois, quand les gens commencent à améliorer leurs habitudes de vie, ils ont un sentiment d'obligation. Je dois faire ça, je dois manger plus de santé, je dois faire l'exercice. Puis, si certaines personnes, ça fonctionne bien, ce ne sont pas une lourdeur, mais chez d'autres personnes, ce sentiment d'obligation, se dire que je dois faire ça, c'est démotivant pour eux. Mhm. Puis c'est un peu, ça leur met un peu dans le mindset de punition. Si je ne fais pas ça, ben, je suis mauvaise ou je suis une bonne amie. Fait que là, le mindset que j'aimerais offrir, c'est, en fait, toutes ces choses qu'on fait pour améliorer notre santé, dans le fond, c'est les cadeaux qu'on s'offre. Mhm. C'est on change de nutrition pas parce que on se trouve trop grosse ou parce qu'on se trouve X chose. Il dit on va changer sa nutrition, sa diète parce qu'on s'aime, parce qu'on veut prendre soin de nous, parce qu'on vaut la peine d'être en santé. Fait que c'est le petit côté mindset que je voulais offrir. Puis je sais pas J'aime. si pour toi, ouais, comme si tu vois ça souvent avec les clientes ou tes clients, ce côté de je dois faire ça à cause que je suis comme déficiente d'une certaine façon. Oui, absolument. Puis je pense que c'est important de changer, comme tu dis, ce mindset-là, puis un peu toujours l'idée de, tu sais, les cheat days, puis ah là, j'ai Mhm. triché, puis là, moi, j'essaie beaucoup de
de m'éloigner de cette philosophie-là parce que non, c'est un cadeau, tu fais quelque chose pour toi, puis il n'y a pas d'histoire de tricher ou de... Non, c'est si tu as envie de manger quelque chose, ben mange-le, assume-le, sois heureuse, puis après ça, ben continue avec tes bonnes habitudes, puis c'est un cadeau que tu te fais, là. C'est pas, il y a pas une Exactement. police qui est là, il y a pas, si tu le fais pour toi, là. Donc, Oui. j'adore ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, Julie. C'est Super. bien de parler de ça avec les clientes. Puis là, tu sais, je sais que tu te spécialises aussi santé hormonale. On en a parlé un peu tantôt avec les femmes, tout ça. On a aussi parlé que du côté nutrition, on a beaucoup de différentes informations contradictoires. Donc, moi, je veux savoir vraiment concrètement, là, est-ce que tu pourrais nous donner comme 5 aliments que les femmes auraient avantage à manger pour une bonne santé hormonale? Oui. Fait que le premier, c'est, je dirais, manger plus de fibres. Vraiment, je pense que notre diète moyenne nous apporte peut-être 10 à 15 grammes de fibres. En tant que femme, on devrait vraiment manger au moins 25 grammes de fibres. Et une des raisons, c'est en fait parce qu'on veut vraiment privilégier des sels régulières. Puis, tu sais, mes clientes et ma communauté, ils font des jokes que je suis la fille qui veut toujours parler de sel. Je sais que c'est pas un sujet qui est chic, mais c'est vraiment important pour la santé hormonale parce que dans le fond, tu sais, l'élimination régulière, tu sais, ça va vraiment nous aider à éliminer des hormones excédents. Parce que le contraire, quand on est constipé, ben, on accumule, tu sais, soit, oui, les toxines, mais aussi on accumule, tu sais, notre estrogène qui peut amener à une condition où est-ce que notre niveau d'estrogène est vraiment comme trop élevé comparé à la progestérone. Puis ça peut causer des débalancements comme vraiment des symptômes prémenstruels, des saignements durant notre cycle qui sont trop abondants, beaucoup de douleurs. Fait que le fait d'éliminer régulièrement, ça va vraiment nous aider à rebalancer nos hormones. Donc, optimiser les fibres, soit par ben oui, les légumes avant, mais sinon les graines de chia, les graines de lin moulu, ça c'est quelque chose que je recommande beaucoup, les graines de lin. Sinon, le psyllium, les fèves ou sinon l'avoine. C'est vraiment une bonne source de fibres. Sinon, l'autre, c'est vraiment de privilégier les bons gras, comme les noix, les avocats, non seulement pour leurs vitamines qu'on dit liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, mais aussi pour les minéraux que, disons, surtout dans les noix qui contiennent comme le zinc, ou même le fer, qui sont souvent des minéraux qui sont déficients chez les femmes qui ont des troubles hormonaux. Donc, vraiment, l'idée, manger des bons gras, tu sais, le gras, ce n'est pas mauvais. Je pense maintenant, de plus en plus, le monde commence à se défaire l'idée des années 80-90, qu'il faut absolument manger zéro gras. Fait que ça, en fait, quand ils pensent que nos hormones, c'est fait à base de gras. Il faut qu'on en mange. L'autre idée. Puis excuse-moi, juste quand tu dis pour les vitamines liposolubles, tout ça, c'est pour l'absorption, pour que le corps les absorbe, c'est oui, ça. parce que les corps puissent l'absorber, mais aussi dans certains aliments qu'on appelle les bons gras, eux aussi contiennent ces vitamines-là, qui sont utiles pour le corps en général, mais aussi pour la santé hormonale. Le troisième aliment, je dirais, c'est les légumes qu'on appelle crucifères. Donc, ça, c'est comme les brocolis, la roquette, les choux-fleurs, le kale. Ça, c'est quelques exemples d'aliments crucifères. Dans le fond, eux, ils ont une composante dans ces légumes-là qui vont aider vraiment le foie dans sa fonction de détoxification. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important? Dans le fond, c'est le foie, lui, est responsable pour ce qu'on appelle métaboliser toutes nos hormones puis les rendre ce qu'on appelle inactifs. Et quand le foie, pour différentes raisons, n'est pas capable de bien détoxifier ou métaboliser les composants dans notre corps, mais là, il peut y avoir une accumulation soit d'hormones ou sinon une accumulation aussi d'hormones qu'on appelle plus nuisibles, comme l'estrogène. L'estrogène, il y a une sorte d'estrogène, c'est pas tous les estrogènes, mais il y a vraiment une sorte d'estrogène que s'il n'est pas bien métabolisé, qui peut augmenter les cas de cancer du sein ou d'autres problèmes des cancers considérés plus hormonaux pour les femmes. Donc, les légumes crucifères, c'est quelque chose qu'on veut ajouter.
Puis est-ce que je peux Oui. te demander, les légumes crucifères, est-ce que tu conseilles qu'on les cuise ou qu'on les mange crus ou un peu des deux? C'est quoi ton opinion Ouais. là-dessus? Je dirais souvent de les cuire, au moins que ce soit à la vapeur ou sinon rôti au four ou sinon, par exemple, dans une soupe ou quelque chose. Mhm. Euh, c- une des raisons, c'est un sujet qui est un peu controversé, là, mais disons Oui. quand on en mange trop de cru, ça peut avoir un effet sur notre glande thyroïde. Donc, pour ces raisons-là, je préfère toujours les suggérer de les cuire un peu ou les blanchir. Tu sais, même si on met du kale dans son smoothie quelque chose, tu sais, on peut toujours blanchir, tu sais, les Mhm. blanchir puis les garder, disons, soit le congélateur ou au frigo. Ça va aider à avoir moins d'impact, disons, sur notre glande thyroïde. C'est sûr que si de temps en temps on mange ça cru, il n'y a pas de problème. Mais si on veut les incorporer disons, de façon journalière ou au moins 3-4 fois par semaine, c'est mieux de les manger cuits. OK, parfait. Ouais. Mhm. Sinon, le quatrième, je dirais, bon, ça c'est un peu plus général, mais c'est les aliments anti-inflammatoires puis les antioxydants. Mhm. Anti-inflammatoires, ça va vraiment aider surtout les personnes qui ont le syndrome des prémenstruels ou qui ont beaucoup de douleurs au niveau de leur cycle ou du moins de leur menstruation. Donc, les aliments anti-inflammatoires, c'est les classiques qu'on parle souvent dans le monde de la santé, c'est le curcuma. Sinon, on a tous les côtés, les bleuets qui ont aussi un côté antioxydant. Donc, sinon, on a les oméga 3 comme dans le saumon ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais, ça, c'est des aliments qui sont très utiles. Puis, bon, je sais que tu as demandé au niveau de la nutrition, mais je veux quand même l'insérer, le côté, tu sais, sommeil puis gestion du stress. C'est Mhm. extrêmement aussi important pour la balance des hormones. Je mentionne ça juste parce que, tu sais, parfois, on pense, OK, la nutrition, c'est la solution à tout, tu sais. Puis, un peu comme, ça revient un peu à l'idée des médicaments. Les médicaments, oui, c'est utile, ça aide, mais c'est pas le casse-tête complet. Mais c'est la même chose pour la nutrition. Tu sais. C'est très utile, ça aide beaucoup, mais aussi, il ne faut pas ignorer les bienfaits ou les bienfaits des sommeils et de la gestion du stress ou en fait les conséquences négatives qu'un manque de sommeil, tu sais, Mhm. un stress chronique peut apporter. Parce que veut pas, le manque de sommeil puis un stress chronique qui n'est pas, disons, entre guillemets, bien géré, ça déplète le corps de beaucoup de vitamines, ça cause beaucoup d'inflammation, tu sais. Fait que oui, on peut amener la nourriture pour essayer de calmer puis de ramener les vitamines, mais si on n'adresse encore, disons pas la cause de pourquoi est-ce que notre corps est toujours en train de se vider de ces vitamines-là ou pourquoi il y a tellement d'inflammation, ben en fait, on va juste adresser une partie du problème et non du problème au complet. Ah, je suis entièrement d'accord. Puis moi aussi, j'adresse ça avec mes Mhm. clientes tout le temps, tout le temps. Puis c'est ce qu'on appelle la santé holistique. C'est parce que c'est un tout, tout est relié, tout est Exactement. Mhm. complémentaire. Donc, on ne peut pas laisser un aspect. On ne peut pas avoir la parfaite nutrition, mais pas Mhm. dormir de la nuit. Donc, je suis Mhm. contente que tu le mentionnes. Puis je suis Mhm. entièrement d'accord. Donc, on approche de la fin. Mon Dieu, j'aurais tellement de questions à te poser. Mais dans le fond, ce que tu sais, tu nous as parlé au début que toi, tu as commencé la nutrition holistique, tout ça parce que toi-même, tu avais eu quelques enjeux, donc avec le cholestérol, tout ça. Donc, j'imagine, je sais et j'imagine que tu es quand même quelqu'un qui vit, tu sais, qui mange bien puis qui est en santé, tout ça. J'aimerais que tu nous parles de quoi d'autre que tu fais pour toi, que ce soit pour ta santé mentale, ta santé physique, des choses Mhm. que tu appliques dans ta vie de tous les jours, puis que tu sais, qui peuvent inspirer d'autres femmes aussi, là. Super, j'adore cette question-là. Je dirais que, tu sais, si on veut parler de routine, tu sais, mes routines, ils changent un peu, mais de façon générale, tu sais, pour ma santé mentale, c'est que je fais de la méditation de pleine conscience, moins de 2 fois par jour. Tu sais, souvent, ça peut être comme un 10 minutes le matin, 10 à 15 et 10 à 15 le soir. Je suis pas, tu sais, même si je fais une formation en ce moment de professorale de méditation pleine conscience, je ne suis pas encore rendue au point où je fais des méditations de 60 minutes d'une shot.
Mais pour l'instant, tu sais, comme je ne vois pas ce que c'est nécessaire, je me sens bien, tu sais, avec mes 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mhm. Sinon, tu sais, moi-même, j'ai une coach de vie qui me supporte, tu sais, avec ma santé mentale. Je trouve que c'est important d'aller demander de l'aide puis se faire supporter, tu sais, d'une façon ou d'une autre, tu sais, soit avec une coach de vie, un thérapeute, tu sais, si on se sent le besoin. Mhm. Euh, Sinon, tu sais, une autre chose que tu sais, je fais pour moi, et c'est un travail continuel, c'est vraiment d'être clair dans mes priorités, puis je dirais mes valeurs fondamentales, afin que tu sais, je peux vraiment créer une vie qui est basée sur ceci. Tu sais, parce que pour moi, personnellement, quand j'ai l'impression de vivre une vie ou une journée qui n'est pas alignée à tu sais, ce qui est important pour moi ou à mes priorités, mon anxiété augmente, je suis plus stressée. Puis souvent, on dirait que je suis comme épuisée, fatiguée. Puis je mentionne ceci parce qu'on dirait que parfois, tu sais, le monde, ils viennent, puis sûrement toi aussi, ils viennent nous voir pour, tu sais, ah ben, je suis fatiguée, j'aimerais avoir plus d'énergie. Tu sais. Puis oui, les habitudes de vie peuvent aider, certainement, mais aussi de voir que c'est quoi les choses au niveau, tu sais, mental ou, tu sais, ouais, au niveau mental ou dans notre vie qu'on a besoin un peu d'épurer pour créer de l'espace puis regagner notre énergie. Parce que on ne va pas se cacher, il y a des activités ou des personnes qui épuisent notre énergie. Mhm. Puis je trouve que en soyant clair avec moi-même, qu'est-ce qui est important pour moi, puis qu'est-ce qui me redonne de l'énergie et qu'est-ce qui me nourrit moi-même ou mon esprit, ça m'aide vraiment au niveau santé mentale. Puis sinon, côté physique, c'est sûr que mon alimentation, je suis intentionnelle avec. Souvent, je vais privilégier des repas qui sont riches en nutriments et selon le concept qui va m'aider à balancer mon taux de sucre afin d'assurer que j'ai une énergie qui est stable à travers la journée. Mais aussi, oui, de temps en temps, je me permets des aliments que j'appelle des aliments plaisir ou qui goûtent bon, mais qui ne sont pas nécessairement super bonnes pour la santé. Mais je les planifie, je crée de l'espace pour eux parce que pour moi, c'est important. Ma définition d'être en santé, c'est pas nécessairement toujours manger du kale ou toujours être en santé. On peut se permettre ces moments-là sans jugement puis sans honte. Mhm. Et sinon, quelque chose qui m'a vraiment aidé dans les dernières années, je dirais, c'est d'avoir un Fitbit, tu sais. Quelque chose qui peut m'aider à accumuler un peu de l'information, tu sais, sur mes habitudes de vie. Combien de pas est-ce que je fais? Tu sais, moi, avant la pandémie, j'avais déjà transitionné à un travail de la maison. Puis, tu sais, avant, je prenais toujours le transport en commun, tu sais. Fait que quand je travaillais à l'hôpital, je pouvais faire, tu sais, des journées de 13 000 pas ou, tu sais, plus, j'étais très active. Puis quand j'ai transitionné vers un travail de la maison, ben, tu sais, il y avait des journées, si je n'étais pas intentionnelle, je faisais comme 3 000 pas. Ouais. Donc, avoir un Fitbit ou quelque chose pour monitorer mes pas, ça m'aide vraiment, mais aussi ça aide à mesurer la qualité de mon sommeil, etc. Ouais. Fait que pour moi, le plus d'informations que j'ai, ça m'aide à évaluer mon style de vie, puis ça m'aide à voir, OK, où est-ce qu'il y a encore de la place à l'amélioration. Donc, ça, je dirais, c'est les choses qui m'aident avec ma santé mentale puis ma santé physique. C'est très inspirant, Julie. Merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Puis, comme je te disais, il va falloir que je te réinvite au podcast parce qu'il y a d'autres sujets qu'on aurait voulu parler, mais là, écoute, on est rendu à presque 1 heure. Mais merci beaucoup d'avoir partagé toute cette information-là. Puis encore, je dois te dire que vraiment, j'admire là, le pas que tu as fait vers la nutrition holistique, puis le fait que tu puisses jumeler là, ton expertise en pharmacie, tout ça. Puis je le vois là, avec toutes les informations que tu nous donnes, c'est vraiment très pertinent. Puis je pense que ça va être vraiment très utile à beaucoup de femmes. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir partagé.
Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Donc, Oui, sur bien sûr. Instagram. Oui. Mais premièrement, je veux juste dire merci à toi de m'inviter puis à m'inviter à partager mes connaissances avec ta communauté. Vraiment, je suis très honorée. Et si jamais il y a quelque chose qui résonne dans ce podcast avec elle, ben dans le fond, elle peut me retrouver sur Instagram. C'est donc c'est Julie Doan Health. Qui peuvent me retrouver. OK. Sinon, sur mon site web, c'est aussi juliedoanhealth.com. Et OK. donc, c'est là qu'ils peuvent trouver l'information ou mes ressources gratuites sur mes défis de 5 jours pour le sucre ou pour le mindset. Ils vont pouvoir tout trouver ça sur mon site web. OK, super. Donc, moi, je vais m'assurer qu'on mette dans les notes du podcast là, le site web et ton Instagram pour que les gens puissent facilement te trouver. Donc, un gros merci et à la prochaine. Merci à toi. Bye bye. Bye.